Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Et attention, je vais littéralement vous bombarder de points lecture parce que j'en ai 4 de retard. Voilà, on est sur le point lecture du mois de mars, le tout premier du mois de mars. J'ai réussi à lire 4 livres au mois de mars, du coup il y aura 2 points lecture, vous vous en doutez. Je vais vous présenter 2 livres dans ce point lecture. Tout d'abord, Macarons et sentiments, le tome 2 de Chaud de vent de Émilie Parizeau. Et ensuite, Le noir et ma couleur, le tome 2 La menace de Olivier Gay. Je vous propose qu'on ne tergiverse pas plus et qu'on y aille tout de suite. C'est parti! On commence avec Macarons et sentiments de Émilie Parizeau. C'est un livre que j'avais commencé il y a de cela 1 an, au mois d'avril dernier, et que je n'avais absolument jamais fini. Je vais vous expliquer pourquoi en vous donnant mon avis. Pour vous résumer, en gros, on avait déjà un tome 1 sur les personnages de Gemma et Lazare. Non, Gemma, comment elle s'appelle? 1 hour later. Je sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'était Emma ou Gemma, un truc comme ça. Bref. Comment elle s'appelle? 2 hours later. Bon, je pense que le tome 2 doit être chez ma sœur, et vu qu'on a toutes les deux beaucoup de Hugo romans, on a dû s'échanger à un moment donné dans l'histoire. C'est pas la question, on s'en fout. Donc Lazare et Gennaro ont un restaurant, Lazare s'occupe du salé, Gennaro est plutôt pâtissier. Gennaro il est pas du tout fait pour se poser, il est assez volage, voilà, il papillonne, il est très content. Et un jour il va tomber sur Clarisse. Clarisse est une maman célibataire, divorcée, qui tient le snack en face du lycée où Gennaro est prof de pâtisserie. Et Clarisse, elle a un des penchants un petit peu échangiste, libertin, tout ça, donc elle est pas du tout prête non plus à se poser, mais il va s'avérer que les deux ne vont plus pouvoir jurer que par l'un et par l'autre, et que le monde va être fade sans l'autre, et donc ils vont finir bien sûr par tomber amoureux, patati patata. Je vous passe les détails bien entendu parce que ça constitue l'intrigue et donc le spoil de l'histoire. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans celui-là, comme le prouve le fait que je l'ai commencé 1 an avant de le finir. En fait, le personnage de Clarisse, dans sa quête perpétuelle d'indépendance, me gonflait et m'agaçait énormément. Elle était très comment ça s'appelle, arrogante en fait, et moi j'apprends la vie aux gens, et donc du coup c'est pour ça que j'ai eu énormément de mal à rentrer dans l'histoire. Ça m'a vraiment gonflé de prime abord, mais en fait quand on apprend à rentrer dans l'histoire et à connaître le personnage, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup mieux fait. Et j'avais rencontré l'autrice d'ailleurs il est dédicacé, voilà, et je lui avais expliqué justement que je détestais le personnage de Clarisse et que pour l'instant je n'arrivais pas à lire le livre. Elle m'avait dit continue. J'ai continué et il est vrai qu'elle s'apaise un petit peu. Et puis il y a aussi le fait qu'on comprend qu'elle a énormément de trauma de la relation avec le père de sa fille, tout simplement. Elle est un peu comme ça aussi pour se protéger, mais donc du coup le fait qu'on ne l'explique pas dès le début, c'est un peu compliqué. On le voit entre les lignes. C'est vrai que la révélation se fait après. Son passé semble expliquer en fait pourquoi elle est comme ça, mais même avec sa fille, on se rend compte qu'elle est comme ça. Elle est très à toujours vouloir faire trop. Et en fait, elle veut faire trop, et puis surtout, elle veut apprendre la vie à tout le monde, et c'est un petit peu dérangeant, surtout quand on se place d'un autre point de vue, qu'on dit mais là en fait, tu vas droit dans le mur. On se rend compte qu'en fait, le principal problème avec sa fille, c'est déjà le manque de communication, et surtout le fait qu'elle veuille en faire trop, et qu'elle veut faire trop bien. Et en plus de ça, elle a vraiment ce côté je vais t'expliquer la vie, alors que sa fille, elle n'arrive pas à écouter sa fille, à simplement s'asseoir, se poser et dire ok, j'écoute ce qui se passe et après on voit. Donc c'est un de ses gros défauts tout au long du roman qui va s'apaiser au fur et à mesure, notamment grâce à sa relation avec Gennaro. D'ailleurs Gennaro, on va en parler, parce que c'est clairement grâce à lui que Clarisse arrive à se sortir de ce... Je pense qu'il y a un côté un petit peu hypersensibilité ou overthinkeuse en tout cas. Je trouve que Gennaro, pour ça, vraiment, on l'a découvert dans ce roman, parce que autant dans le tome 1, c'était vraiment l'ami qui fait des blagues, l'ami qui taquine un petit peu trop, enfin voilà, c'était vraiment ce genre de personnage-là. Il est vrai que là, on se rend compte que ça va être vraiment un personnage clé de voûte de l'intrigue et clé de voûte pour Clarisse, tout simplement. Il accepte tout en fait chez elle, il accepte le fait qu'elle ait des délires sexuels qui soient pas dans la norme, hein, clairement on peut le dire. Il accepte le fait qu'elle est une fille, il accepte le fait qu'elle ait besoin de temps pour lui parler du fait qu'elle est une fille. Il accepte aussi, enfin il reste hyper calme face à la tempête Clarisse. Il y a une scène qui me vient en tête, une scène de fin où en fait tout va se débloquer. Et en gros, il est vraiment d'un calme olympien, alors que l'autre, elle est complètement, mais comme ça, elle est dans un état lamentable, elle crie, elle agite les bras, et lui il est d'un calme olympien. Vraiment, on sent qu'il a compris comment capter Clarisse, et ça crée une énergie de couple qui est hyper intéressante. Il sait qu'elle est traumatisée, il a compris maintenant, en plus il a rencontré l'ex-mari, alors lui aussi, des grandes baffes dans sa gueule, vraiment, on va en parler en même temps que l'ado, mais voilà, vraiment
mec toxique par excellence, que ce soit pour sa fille ou son ex-femme, c'est horrible. Et en fait, il comprend vraiment qu'il a besoin d'être un roc et que si lui flanche, Clarisse elle va flancher encore plus. Et c'était hyper intéressant dans la dynamique de couple et c'est ce qui m'a fait aimer le livre au final et qui m'a fait bien aimer Clarisse, sachant que au début c'était quand même pas trop ça. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il y ait de manière très présente l'ado et qu'elle est quasiment au cœur de l'intrigue. Honnêtement, elle est au cœur de l'intrigue, je vais pas vous dire pourquoi, mais c'est hyper drôle. Ça rajoute un petit côté un peu intéressant. J'aime bien les tropes avec les single dad ou les single moms, et souvent on voit un enfant assez jeune, entre 5 et 8 ans. Là on est vraiment sur une adolescente, elle est au lycée, donc elle a 16 ans. Donc c'est quand même pas le même type de relation qu'elle va avoir avec son futur beau-père et avec sa mère, et elle réfléchit aussi, elle est pas conne, donc en fait on peut pas faire semblant comme avec un enfant. Donc elle va détecter beaucoup de choses qui vont déjà pousser Clarisse dans ses retranchements, qui va la pousser un petit peu à se mettre face à elle-même et face à la réalité. Et ça permet aussi, l'ado, on va rentrer dans l'intrigue maintenant, d'aborder des sujets très importants. À travers Clarisse et à travers l'adolescente, on va parler de violences intrafamiliales. Alors c'est pas des violences conjugales au sens où Clarisse se faisait taper. C'est pas ça, c'est des violences psychologiques. Elle se faisait rabaisser sur le poids tout le temps, sur le fait qu'elle n'était jamais assez. Et cette violence va rester dans un climat même entre père et fille en fait, avec son ex-mari et son ado. J'ai trouvé ça hyper bien abordé parce que c'est jamais voyeuriste. On va aussi aborder les troubles alimentaires du coup de ce fait. Et du côté de Gennaro, on va aborder aussi, en fait, il y a une espèce d'intrigue sur le côté entre Gennaro et sa mère. Sa mère est tombée amoureuse et il veut absolument savoir qui c'est parce que son père les a abandonnés quand ils étaient petits. Et donc, il a toujours connu sa mère toute seule. Donc, en fait, il ne supporte pas l'idée qu'elle ait un amoureux et donc, ça va être un petit peu la quête de chercher qui c'est ce mystérieux amoureux, tout ça. Et du coup on en apprend plus sur Gennaro, donc abandon, situation familiale compliquée, parce que du coup sa mère est italienne, ils ont immigré d'Italie avec son fils, et on va découvrir en fait le fin mot de l'histoire, qui est le mystérieux amoureux de sa mère, qui est le père, quelle est la vraie histoire en fait sur le père, parce que sa mère lui a un petit peu raconté des bobards toute son enfance. C'était hyper intéressant parce que du coup c'était un petit peu sur le côté de l'intrigue, parce que du coup c'était un point de vue alterné, ça aussi c'était génialissime. Mais du coup on le voyait que quand il y avait Gennaro qui parlait, et encore c'était un chapitre sur deux de son point de vue. Donc c'était vraiment sur le côté, mais on avait toujours en tête cette question de putain mais c'est bizarre quand même qu'il nous parle de ça et ça en même temps, puis de ça et après de ça. On avait toujours envie de chercher, donc c'était aussi hyper intéressant de ce côté-là. C'est vraiment un livre qui est hyper riche, c'est-à-dire qu'on va pas se focaliser sur Clarisse et Gennaro, il y a d'autres choses qui se passent à côté, l'histoire avec sa fille, son ex-mari, l'histoire avec la mère de Gennaro, et à la fin ça crée un petit bouillon explosif qui finit par exploser. Alors il y a un seul truc qui m'a un petit peu dérangé et qui tempère un petit peu mon avis sur ce livre, c'est qu'il est bourré de quiproquos, c'est-à-dire que l'intrigue se base en grande partie sur des quiproquos et des non-dits. C'est clairement une trope de miscommunication, je déteste ça. C'est, pour moi, ce n'est pas une relation saine quand on part sur des bases pareilles. Je prône même dans mon couple actuel la communication, et j'ai vécu le manque de communication et c'est horrible parce que vous avez juste l'impression d'être folle ou d'être fou. Et je déteste ça. Et vraiment, dans mon couple actuel, si on ne s'embrouille absolument jamais, c'est parce qu'on communique comme des adultes. Ils ont de double de mon âge. Pour Clarisse, je crois qu'elle doit être pas loin de la quarantaine, hein, elle doit avoir 30 ans passés. Elle ne sait pas communiquer comme une adulte normale. Je trouve ça fou. Quoi, dans ma tête, j'ai 18 ans, j'ai fucking 21 ans, donc si elle a le double de mon âge, elle a 42 ans. Donc vraiment, je trouve cette trope très dommage, surtout quand on n'est pas dans une romance adolescente. Une romance universitaire, à la limite, c'est les premiers amours, y a pas de souci. Le manque de communication, je peux l'entendre. Là, je trouve ça quand même compliqué de faire démarrer une relation entre deux adultes, parce que c'est des adultes, ils ont une vie active, ils ont des responsabilités, ils savent ce que c'est d'être un adulte, ils ont eu des relations avant l'autre. Vraiment, je trouve ça dommage, et en même temps ça fait écho au trauma de Clarisse, et en même temps c'est pas très bien expliqué. Enfin, vous le savez les quiproquos, si vous me suivez depuis longtemps, je déteste ça, le manque de communication, c'est horrible. Là c'est même plus des quiproquos, c'est vraiment juste j'ai voulu ne pas lui dire, c'est du mensonge par omission quoi. Non, on ment pas par omission dans une relation, surtout une relation naissante. J'ai trouvé ça dommage. Après, c'est tourné à la rigolade à la fin du livre, ce qui fait que c'est moins lourd. Moi, le manque de communication, c'est vraiment pas un kiff. Donc, malheureusement, je pense que j'ai moins kiffé ma lecture que s'il n'y avait pas eu ça au milieu. On passe ensuite au tome 2 du Noir et ma couleur, La menace de Olivier Gay chez Rajo. Oh, j'ai rien écrit. C'est terrible. Alors je les ai rachetés, avant j'avais les éditions, j'essaierai de vous l'intégrer ici. J'avais les éditions toutes pailletées, là trop belles, qui brillent, mais j'ai préféré racheter les éditions de mon enfant sur Vinted. Ça c'est vraiment, parce que c'est une relecture du coup, ça c'est vraiment ce avec quoi je lisais quand j'étais en 4ème, 3ème, c'est voilà,
cette saga que je lisais avec ces illustrations-là, cette mise en page-là. Et je me voyais très mal lire avec autre chose que ça parce que clairement, j'adore les illustrations. Elles sont très très belles. Elles sont faites par Stéphanie Hans, voilà. Il y a juste un tome que je trouve moche, mais c'est un avis personnel. Bref, pour vous faire un très court résumé, c'est un tome 2, je vais pas vous spoiler. On est dans un Paris où il existe de la magie. C'est un Paris moderne, hein. C'est vraiment... c'est Paris comme on pourrait y aller maintenant, on irait à Paris, ce serait comme ça. Mais vous avez des mages, et donc les mages, ils contrôlent les couleurs de l'arbre chromatique, donc violet, rouge, et chaque couleur est associée à un pouvoir. Le rouge, ça va être la musculature, le fait de pouvoir courir vite, de pouvoir guérir vite. Le violet, par exemple, ça va être la psychologie, la psyché, le mental, etc. Vous pouvez contrôler une personne, par exemple, vous avez l'eau, vous avez la terre, vous avez... Enfin voilà. Chaque couleur de l'arbre chromatique, voire même de l'arc-en-ciel, je dirais, sont associées à un pouvoir particulier, que ce soit sur le mage en question ou sur les autres. Donc il existe un ministère de la magie, enfin voilà, enfin pas un ministère de la magie, ça c'est dans Harry Potter, mais un conseil des mages, je crois que ça s'appelle, voilà, qui en gros, il gère un petit peu tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a une menace pour les mages des couleurs, c'est les mages noirs, parce que le noir n'est pas une couleur, et le noir est dangereux comme on a un petit peu l'image de la magie noire dans l'inconscient collectif moderne. Et un jour, Manon, donc qui vit une vie paisible de lycéenne, très très bonne élève, première de classe, va se retrouver au milieu des problèmes avec un mage noir au milieu, enfin la magie noire en tout cas dans sa globalité. Et son camarade de classe Alexandre, donc qui est vraiment le cliché du bad boy, qui travaille pas, qui passe son temps à se battre, qui a déjà bu alors qu'il n'a que 16 ans, qui couche partout, enfin voilà. Le cliché du gamin qui est en train de mal tourner, clairement. Il va se retrouver impliqué sans comprendre pourquoi, et donc les deux vont devoir faire front ensemble, et ils vont forcément un petit peu se rapprocher, c'est une romance adolescente au milieu. Et donc voilà, dans ce tome 2, on en est là. Je vais pas vous résumer le tome 2, vous en doutez bien, parce que du coup, il faudrait résumer tout le tome 1 et je vais pas vous spoiler, mais voilà. On en est là. J'ai beaucoup aimé ce tome parce que autant dans le tome 1, il y avait vraiment une fin en mode on a éradiqué la menace. Non, il se passe d'autres choses, vous avez pas fini de galérer. Je ne vous dis pas qui c'est, mais sachez que je le déteste profondément, voilà, de toute mon âme, de tout mon être, qui va venir et qui va dire « Eh ben non, vous étiez tranquille, ben moi je débarque ». Du coup, en termes d'univers, parce que là, autant je vous en ai pas parlé pour celui-là, parce que comment vous dire qu'il n'y a pas d'univers, c'est une romance contemporaine, je vois pas quel univers il peut y avoir. Mais pour le coup, ici il y en a un, on en apprend énormément sur la magie noire, parce que du coup, Manon, elle connaît les couleurs depuis qu'elle est petite, mais il est vrai que là, elle doit s'intéresser au noir si elle veut clairement s'en sortir. Et on en apprend énormément et en fait ça nous remet un petit peu vraiment dans ce truc de qui sont les méchants, qui sont les gentils. Même ses frères et sœurs, parce qu'elle a un frère et une sœur, Manon, qui commencent à toucher un petit peu au noir aussi, mais beaucoup plus loin que Manon, se disent mais est-ce que en fait on nous apprend pas depuis le début que ce sont les méchants, mais est-ce que nous on est les gentils au moins dans l'histoire? Ça remet vraiment cette perspective qui, je pense, peut être clairement transposé à notre monde actuel, qui sont les méchants, qui sont les gentils, est-ce qu'on est vraiment les gentils de notre histoire, est-ce qu'on n'est pas les méchants de leur histoire à eux. Donc c'est assez intéressant parce que du coup le noir est un univers aussi vaste que celui des couleurs et on le découvre peu à peu et c'est vraiment super bien fait. En plus de ça, c'est vraiment super bien écrit et c'est hyper original. En plus de ça, c'est une très vieille saga, hein, donc c'est quand même vachement original. Donc voilà pour l'univers. En termes de personnages maintenant, j'adore la dynamique de relation entre Alexandre et Manon. En fait, vous avez vraiment les... En fait, ils étaient comme ça, on va dire, et ils sont en train de se rééquilibrer. Manon, c'était la jeune fille timide, qui se faisait pas beaucoup entendre. Dans ce tome-là, et encore plus dans le 3 que j'ai lu il y a pas si longtemps, elle va vraiment prendre en personnalité, en courage, elle va oser aller dire les choses, aller au front, et elle va pas hésiter une seule seconde à s'imposer en fait. Même quand la situation paraît désespérée, elle s'impose, elle a pris en caractère de ouf. Et au contraire, Alexandre, il perd un peu sa carapace et il s'ouvre de plus en plus à Manon. C'est hyper intéressant parce que c'est aussi un point de vue alterné ici. Et en fait, on va avoir vraiment deux prismes de l'intrigue à travers Alexandre, parce que Alexandre, il ne comprend rien à la magie, il a été impliqué à ses dépens, on va dire, mais il veut absolument aider Manon. Donc en fait, on a toutes ces petites réflexions, parce qu'ils sont hilarants les deux, vraiment, ils sont sarcastiques à souhait, moi j'adore. Et vraiment, il y a cette réflexion de comment est-ce que je peux l'aider, moi, en tant qu'humain qui ne possède absolument aucun pouvoir. C'est vraiment une super dynamique, que ce soit de couple, parce que clairement, on peut le dire, il y a de la romance entre les deux, ou que ce soit en tant que personnage en eux-mêmes, parce que du coup, l'un fait évoluer l'autre, et inversement, c'est vraiment super intéressant. Jordan, là, lui, je ne peux plus me le voir en peinture, je viens d'en parler, mais vraiment, le méchant stéréotypé de ouf. Mais stéréotypé de ouf, mais du coup, on comprend direct que il y a un truc qui cloche avant même qu'il commence à faire des dingueries. On est là en mode, toi là, je te sens pas du tout.
Bref. En termes d'intrigue, du coup, comme je vous l'ai dit, on va avoir un nouveau méchant qui est Jordan. Voilà, c'est pas vraiment pas du spoil parce que je pense que il est pas cité dans le tome 1, il est cité que dans ce tome-là et vraiment au bout de 3 lignes sur lui, on est là en mode il y a un truc qui va pas du tout. C'est hyper intéressant parce que du coup le point de vue alterné ça apporte un petit côté en plus parce que du coup on a le point de vue d'Alexandre. À travers le point de vue d'Alexandre, on va comprendre de son point de vue. C'est-à-dire que c'est un petit peu, c'est pas un petit peu, c'est même hyper intéressant au final parce que étant donné qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive, il va essayer d'enquêter un petit peu de manière alternative, d'enquêter et de raisonner Manon parce que au début Manon ne voit pas le danger là où il est et elle se concentre sur des choses un petit peu futiles. Il faut dire que Jordan lui montre bien le bourrichon aussi et bon elle va très vite s'en rendre compte parce que Manon est quand même très intelligente. Mais Alexandre il va de suite en fait se méfier de Jordan et au fur et à mesure des événements qui arrivent parce que du coup ça arrive de manière très subtile. Au fur et à mesure des chapitres, il va se passer des événements et on va se dire c'est quand même louche parce que c'est depuis que Machine y est arrivé que ça se passe. Et donc Alexandre il va enquêter et se dire c'est très louche. Il va essayer de raisonner Manon et on va avoir vraiment cette dynamique là tout au long du roman de Manon qui sait pas trop sur quel pied danser, Alexandre qui est persuadé et Jordan au milieu qui essaye de juste foutre la merde. Donc c'était vraiment super bien. J'ai d'ailleurs attaqué le tome 3 pour le mois de la fantaisie. J'espère vraiment que je vais réussir à le finir. Après ils sont minuscules, ils se lisent à une vitesse phénoménale donc je sais pas ce que j'attends. Mais bref, tout ça pour vous dire que j'aime toujours autant cette saga de mon enfance, clairement. Et le YouTube, c'est là moi du montage, sans micro, sans rien. J'espère vraiment que tu vas m'entendre. Je suis en train de monter la vidéo. Si tu n'as strictement rien compris à la fin de la vidéo, c'est normal. Même moi en faisant le montage, je ne sais pas ce que j'ai raconté. Voilà, j'ai lu le livre il y a très longtemps. Je pense à autre chose en tournant la vidéo, c'est impossible autrement. Je ne comprends rien des 5 dernières minutes de la vidéo. Si toi aussi c'est le cas, c'est normal, t'inquiète pas. Et bien écoutez, c'est la fin de ce point lecture. J'ai essayé de beaucoup plus me concentrer pour vous apporter des informations essentielles et arrêter de foutre des mots parasites tels que du coup, en fait, et ce genre de truc que je répète à longueur de journée. Moi, je vous dis à très bientôt parce que si je veux rattraper mon retard dans les points lecture, vous allez avoir maintenant 2 vidéos par semaine, sachant qu'en plus, bientôt, il va y avoir la pile à lire de juin au milieu, donc comment vous dire que je ne vais pas pouvoir rattraper tous mes points lecture. Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances, bons examens, bon attente de résultats d'examen. Moi, je viens à peine de les avoir, mais c'était un petit peu long. Bon travail, bon cours, bon plein de choses, et surtout de très bonnes lectures. Moi, je vous fais de gros bisous. Ciao!